Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo cette fois-ci pour parler de la déclaration de succession dans le cadre d'une succession intermédiaire. Déclaration de succession à faire soi-même, à remplir soi-même. J'ai décidé pour moi de faire cette vidéo pour partager une information qui, à mon sens, semblait hermétique, ne semblait pas. Oui, elle semblait hermétique. C'est-à-dire que à mon sens, j'ignorais à la base que j'avais cette possibilité, mais comme j'ai des antennes en qualité d'ultra sensibilité, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de faire cette démarche par moi-même. Et donc, je vais partager mes expériences au sujet du remplissage de la déclaration de succession, parce que personne, à mon sens, ne sait que vous pouvez faire ça. Dans le cas d'une succession, la plupart du temps, on remet tout entre les mains du notaire. Et puis, en tout cas, de moi, ce que j'ai senti qu'il y avait autour des honoraires, tout était englobé et rien n'est précisé dans le sens où, voilà, ça c'est pour le notaire, ça c'est comment dire, l'État. Ou pour autant, à un moment donné, peut-être que c'est précisé, mais avant d'engager des procédures, en ce qui me concerne, j'aurais aimé savoir combien ça coûtait, quel est le travail qui incombe au notaire, quelles sont les parts qui partent à l'État, etc. Et surtout, mais avant toute chose, surtout savoir ce que je pouvais faire moi-même ou pas. Et c'est surtout cette notion-là, parce que je pense que le notaire, selon les notaires, on nous explique effectivement le détail une fois qu'on est bien engagé dans les procédures, c'est-à-dire que on a ouvert une succession auprès d'un notaire. Donc ouvrir une succession, pour moi, ça veut dire qu'on a mandaté un notaire, implicitement ou explicitement. De ce que j'ai senti, en tout cas, de mon premier contact avec un notaire, et que je n'ai pas donné suite tellement, en fait, le contact a été affreux pour ma part, déjà dans le contexte où on est abasourdi, on est triste, on est dans un état émotionnel qui est un peu compliqué suite à la perte d'un proche. Et donc là, le discours n'a pas été. Je me suis pas sentie entendue, parce que moi j'ai souvent des questions, et souvent des questions qui sont très pragmatiques, sont très carrées, très rationnelles, et surtout qui parlent d'argent, très clairement, parce que pour moi ce n'est pas un sujet tabou que de parler d'argent, de dire voilà, ok, très bien, quelles sont les étapes, combien ça coûte, voilà, etc. Et dans cet entretien, j'ai compris qu'il y avait une part de, et surtout en regardant les informations sur Internet, qu'il y avait une part du travail qui normalement est implicitement qui est donnée au notaire, mais parce qu'on l'ignore, la plupart des gens l'ignorent, eh bien il y a une part de ce travail que vous pouvez réaliser vous-même, c'est la déclaration de succession. Alors avec un bémol bien évidemment, moi ce que j'aurais souhaité c'est qu'on m'offre le choix. C'est-à-dire ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est donné à tout le monde de faire cette déclaration de succession. C'est pas pour rien qu'il y a des notaires qui le font, parce qu'effectivement, je l'ai rempli cette déclaration et c'était pas une mince affaire. Mais j'ai estimé dès le début, d'une part parce que j'ai senti que je n'étais pas informée, et ça j'ai horreur de ça, surtout quand je pose des questions. J'ai senti que j'étais pas informée dans la clarté, et moi j'apprécie particulièrement la justice, la justesse, la transparence, l'équité, et qu'on offre le choix à un individu. Une fois qu'on l'a informé, voilà, le notaire pourrait dire je fais ça, ça, ça et ça. Dans les documents que je fais, ça vous pouvez le faire, mais je vous conseille pas de le faire parce que c'est compliqué pour X raisons. Voilà, c'est compliqué pour telle raison, parce que ça dépend bien évidemment du type de succession. Des successions qui sont simples, il n'y a pas grand chose. Puis il y en a qui sont très complexes parce que beaucoup de biens, parce que des actions, parce que il y a des remariages, les enfants d'un autre mariage, il y a des divorces, bref, et c'est beaucoup plus complexe. Pour autant, j'aurais souhaité pour ma part être informée, mais en fait j'ai été chercher l'information moi-même et j'ai entrepris tout simplement de remplir cette déclaration, aussi parce que je suis allée me renseigner sur les lois elles-mêmes, le service public. Vous avez toutes les lois, pour avoir les dernières lois en vigueur, vous tapez service-public ou servicepublic.fr, et vous tapez déclaration de succession ou succession, et vous avez toutes les étapes. Et même là, au niveau du service public, en revanche, il y avait toutes les exceptions, c'est-à-dire toutes les conditions. Par exemple, il y a des conditions notamment de non, on exonéré de déclaration de succession lorsque, par exemple, l'héritage ou l'actif brut ne dépasse pas 50 000 euros. Bref, il y a des conditions où on n'est même pas censé le faire, donc ça c'est super. On est, et puis ensuite, il y a un texte qui indique qu'en revanche, s'il y a un bien immobilier
vous avez l'obligation, c'est obligatoire de, où il y a un terme, c'est pas écrit vraiment obligatoire, mais c'est un terme qui oriente vers le notaire. Et moi, j'étais tellement sûre, parce que j'ai des antennes grandes comme ça, j'étais tellement sûre que je pouvais le faire moi-même, même au niveau des impôts, ça nous renvoyait vers le notaire dans le cadre de la succession que je suis en train de gérer. Et pour autant, a posteriori, j'ai trouvé que je pouvais, j'ai trouvé la loi et j'ai trouvé un site qui relate la loi et qui dit qu'effectivement, qui venait me conforter dans mes intuitions. Et j'ai trouvé un site qui venait me conforter sur, je sais pas, j'ai dû visiter au moins une centaine de sites, de blogs, de forums, de multitudes d'articles, même de lois. J'ai même contacté quelqu'un dans un premier temps sur impôts.gouv, sur mon espace personnel, qui m'a renvoyé. Je lui ai fait un grand pavé comme ça pour lui expliquer très ouvertement et dans toute l'honnêteté, la transparence de mon cas. Il m'a répondu 3 lignes, va voir le notaire. En gros, alors je comprends parfaitement cette réponse parce que l'État, les impôts ont tout intérêt à ce qu'une déclaration de succession soit vérifiée dans tous les points. Pour autant, il y a des déclarations qui sont très très simples. Voilà, ça dépend des individus, ça dépend des successions. Donc, il s'agit de savoir dans quel cas vous vous situez. Donc, effectivement, selon les individus que vous avez en face de vous, ils ne vont pas chercher à comprendre. Pourtant, j'avais bien expliqué ma situation. Le gars, il n'a pas voulu s'embêter. Il m'a dit, va voir le notaire. Et puis, c'est la simple déclaration de succession qui est en fait un document administratif au même titre que vous remplissez votre document des impôts, déclaration d'impôt. C'est un document similaire. C'est un document formulaire CERFA que vous pouvez télécharger vous-même et remplir vous-même avec une notice très très bien expliquée. Donc la preuve, c'est la preuve que vous pouvez remplir ce document vous-même. Il y a effectivement toutes les conditions qui disent qui peut le faire, qui peut ne pas le faire en fonction des circonstances. Et donc moi, cette petite vidéo va s'adresser à comment on remplit par rapport à mon cas particulier à moi. Je vais donner mon exemple, mon partage, mon expérience, en sachant que voilà, je me suis trituré un peu le cerveau, j'ai cherché dans tous les sens pour pouvoir faire des économies à ma maman, parce que ça a un coût. Et le coût, quand j'ai vu que c'était un pourcentage de l'ensemble des biens de la succession qui était pris pour payer cette déclaration de succession, ça m'a donné des frissons partout. J'ai trouvé ça très injuste de se baser sur l'ensemble des biens de quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a fait un crédit jusqu'à vraiment qui a travaillé pour se payer sa maison, pour surtout la construire. C'est le cas de mes parents, ils ont construit leur maison, ils ont travaillé dur, ils avaient une condition de vie très très simple, et ils ont eu ce courage-là, et qu'ensuite, effectivement, il y a des droits, il y a des frais dans le cadre d'un décès, et ensuite 2 décès qui sont pris et que je trouve pas forcément juste. Et je pense qu'on est nombreux à penser cela. Sauf que lorsqu'on a une grande fortune et beaucoup de biens, c'est pas grave, on paye. Mais quand on n'a pas beaucoup de biens, ça peut être compliqué effectivement à gérer, surtout que dans le cadre de cette succession-là, qui est entre guillemets intermédiaire, eh bien c'est les héritiers qui payent. Et du coup, on s'y attendait absolument pas. On ne savait pas du tout. On a commencé à avoir des frissons, enfin surtout moi, qui tout de suite a été alerté. Mes frères et sœurs se sont dit mais non, voilà. Ils s'interrogeaient pas trop. Et puis moi je me suis dit si, de ce que je comprends, de ce que j'ai pu lire comme article, etc. J'ai compris tout de suite que potentiellement on allait peut-être avoir des droits de succession. Alors selon votre situation, voilà, si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, si vous n'avez pas de sous, si vous vous retrouvez avec des frais de succession, ça peut être compliqué. Donc, ça peut être une occasion de vous engager dans ce processus de remplir vous-même ce document, parce que ça peut être une économie considérable. Là, notamment pour moi, ça va être une économie peut-être de 1000 à 2000 ou 3000 euros. Je crois que c'était de l'ordre de 2005 à 3000 euros quand j'ai fait brièvement le calcul sur l'actif brut, ce qu'on appelle l'actif brut successoral, c'est-à-dire l'ensemble des biens qui ont été évalués, l'ensemble des biens de la maison, enfin les biens de la communauté, pardon. Donc je vais rentrer dans le vif du sujet, et puis je ferai peut-être plusieurs vidéos parce que sinon celle-ci risque d'être lourde. Donc pour commencer, il s'agit de connaître, d'avoir certains paramètres pour calculer ce droit de succession. La première des choses à savoir, c'est connaître le régime de communauté de vos parents. Alors là, ça va concerner, évidemment, là, ça concerne mes parents. Mon papa est décédé, ma maman est considérée comme le survivant, la conjointe survivante, c'est les termes successoraux, les termes notariales, défunt, conjoint survivant.
Donc dans ce contexte-là, il s'agit de connaître leur régime matrimonial. C'est la première des bases. Là, je vais parler d'un régime matrimonial de communauté légale, meubles et haquets. Alors, évidemment, j'ai cherché toutes les lois, j'ai cherché tout en fonction des documents que j'avais à disposition. J'ai posé plein de questions à ma maman, j'ai récupéré tous les documents que j'avais. Et donc, qu'est-ce que c'est ce régime communautaire? Ce régime communautaire s'applique à toute personne qui s'est mariée avant 1966 sans contrat de mariage. Quand on n'avait pas de contrat de mariage, par défaut, eh bien, on rentre dans un régime de communauté légale, meubles et haquets. Ensuite, après 1966, c'est communauté légale réduit aux haquets. Donc, c'est des distinctions. Moi, je vais parler de communauté légale, meubles et haquets. Donc, ça implique quoi? Ça implique eh bien, effectivement que du coup, le calcul va être différent au niveau de la déclaration de succession. Donc, comment on procède pour ce calcul? La première des choses, c'est effectivement évaluer tous les biens communs. Commun, ça veut dire que c'est un régime de communauté, ça veut dire que tout appartenait à mon papa et à maman et inversement. Tout. Donc, on va calculer les biens communs. Dans mon cas, il y avait la banque, les comptes joints. Donc, dans le cas de ma famille, c'est un compte commun, un compte joint, ce qui veut dire que le chéquier et les cartes de crédit et le compte est au nom de monsieur et madame. Ou monsieur et... Oui, c'est monsieur et madame. Ça a été des interrogations, un compte joint, c'est quoi, etc. Et quand il s'agit d'un compte joint, eh bien, le compte n'est pas bloqué, parce que vous savez qu'il y a des blocages. S'il avait s'agi d'un compte individuel au nom de mon papa, il aurait été automatiquement bloqué. En cas de décès, dès que la banque prend connaissance du décès, il bloque. Là, ça n'a pas été le cas parce que ma maman a pu continuer à utiliser les fonds pour son quotidien. Heureusement. Donc, c'est la première des choses. Une fois que la banque est informée, il y a le service de succession qui rentre en contact avec vous et vous envoie ce qu'on appelle un arrêté des comptes qui est en fait tout simplement combien il y avait sur les comptes, tous les comptes d'abord, tous les comptes, et combien les montants à chaque fois qui correspondaient à ce qu'il y avait sur tous les comptes au jour du décès. C'est une photographie de tous les comptes. Donc, ce document, vous le gardez bien, c'est ce qui va vous être utile pour faire apparaître tous ces montants-là dans la déclaration de succession ou de communiquer cette information au notaire si vous passez par un notaire pour cette déclaration de succession. Donc pour ma part, je la fais toute seule, donc je fais apparaître le compte joint, le livret, s'il y a un livret, séparément, tout séparément, les parts sociales, etc. Tout séparément en notant à chaque fois le numéro du compte correspondant, la banque précisément, l'adresse de la banque. En fait, alors, j'ai pas précisé effectivement quels étaient les formulaires pour cette déclaration de succession, c'est la première information. Donc les formulaires à télécharger, bien évidemment, vous allez sur service public ou impôt.gouv ou alors vous tapez sur internet formulaire de succession ou alors déclaration de succession formulaire numéro 2705. Alors ça c'était une première interrogation parce que partout effectivement quand vous allez sur les sites du gouvernement ils parlent des formulaires 2705 et quand vous cliquez dessus vous tombez sur un formulaire qui s'intitule 2705-SD. Alors déjà, moi je suis très très pointilleuse parce que quand un document légal, une loi dit c'est 2705, eh bien je suis en droit de m'attendre que c'est 2705 que je vais trouver lorsque je vais télécharger. Et puis c'était pas la même chose. Alors du coup, pourquoi j'ai dû relire 15 fois pour être sûr. Et puis effectivement c'était bien ça. Donc 2705-SD, je vous mettrai l'info sous la vidéo. C'est le premier formulaire à télécharger quand vous allez sur impôt.gouv ou servicepublic.fr. Ensuite, vous en avez un deuxième, parce qu'en fait, il y a deux formulaires, même trois. Le deuxième, c'est le 2705-S-SD. Donc, c'est écrit feuille de suite. Donc, feuille de suite, ça veut dire que c'est la suite, tout simplement. Bon. Et ensuite, vous avez la notice explicative qui est très très bien faite. Tout est bien expliqué, également le jargon notarial. Tout en fin, je vous invite à lire tout. À la fin, vous avez vraiment tout le jargon, parce que moi j'ai pas vu le jargon tout de suite. J'ai tapé sur internet à chaque fois, émolument, tous les mots que je ne comprenais pas. En même temps, c'était enrichissant.
Mais au moins, dans la déclaration, perdez pas de temps, vous avez tout à la fin et toutes les définitions plutôt que de regarder sur Internet. Donc, premier formulaire, hop, celui-ci. Voilà, c'est l'identification. Donc peut-être je vais en parler maintenant tout de suite, l'identification. Vous avez dessus en fait le cadre à remplir par le déposant. Donc le premier cadre, ça s'adresse à la personne qui remplit le document. Donc c'était mes coordonnées à moi. Si je vous dis pas de bêtises, je vous dis des bêtises. Alors je vais faire une petite pause. Je vais pas vous dire. Voilà, j'ai rectifié. Alors d'abord, je voulais vous dire que tout ce que je vous explique, c'est mon expérience. Donc remettez toujours tout en question ou vérifiez les informations parce que j'en suis au stade d'une déclaration de succession qui n'a pas encore été déposée au niveau du service d'impôt. Donc peut-être je me suis trompée. En l'occurrence, j'ai fait tout le travail toute seule. Le 99% du travail, je l'ai effectué toute seule, toutes les recherches, etc. Et au final, j'ai reçu de l'aide, j'ai cherché de l'aide et j'ai été contactée hier par un clerc de notaire qui m'a confirmé et m'a rectifié 2-3 petites choses. C'est la raison pour laquelle je fais une vidéo. J'en avais fait une première, là je refais une deuxième pour vraiment donner toutes les infos au plus proche de la réalité. Mais je vous invite quand même à reprendre plein d'informations partout et confirmer toutes ces informations. Auquel cas, je rectifierai si vraiment j'ai constaté qu'il y avait des erreurs. J'ai également envoyé au service des impôts. Je renverrai une deuxième fois parce que la première fois que j'ai envoyé il y a 2 jours, j'ai pas fait le bon calcul et là j'ai refait entre temps. Donc c'est pour ça que je refais une vidéo. Donc le premier document. Alors autant pour moi, je me suis trompée. C'est le premier cadre, ça correspond aux informations relatives au défunt. Donc nom, prénom, adresse, etc. Les informations relatives à l'épouse, c'est-à-dire le conjoint survivant, ma maman en l'occurrence. Ensuite, donc ce cadre-là. Le cadre en dessous, vous n'y touchez pas, c'est pour les services des impôts. Ensuite, vous avez le document numéro 2, donc 2705 SSD. Et donc, c'est là, en fait, dans ce document qu'il y a, donc dans ce document-là, SSS-SD, qui est la feuille de suite, vous avez un premier cadre concernant le déclarant. Le déclarant, c'est moi. C'est moi qui... c'est mes coordonnées à moi en qualité de personne qui a rempli ce document pour le compte de ma maman et de mes frères et sœurs. Ensuite, vous avez la dévolution successorale, deuxième cadre. La dévolution successorale, c'est tout simplement les coordonnées, le nom et prénom des héritiers. Alors, les héritiers, c'est qui? C'est, en l'occurrence pour moi, c'est ma maman, la conjointe survivante. Et notamment, dans mon cas à moi, il y a 3 héritiers. Ce sont les enfants légitimes en ligne directe. Donc là, c'est un cas simple, c'est-à-dire il n'y a pas de... j'ai pas de demi-frère, de demi-sœur, d'un autre mariage ou de divorce, etc. On est 3 enfants, c'est tout. Donc, nom, prénom, adresse, tout simplement des héritiers. C'est ce que j'ai noté moi en tout cas. Nom, prénom, adresse. Ensuite, on passe à la page numéro 2 où, à proprement dit, on va remplir la déclaration de succession. Donc, c'est-à-dire l'établissement de l'actif et le passif brut, c'est-à-dire l'ensemble des biens de la communauté de papa et de maman. Donc, c'est la deuxième page. Donc là, il y a pas mal de choses à noter. Et c'est là, en fait, où j'étais en train effectivement de vous expliquer. Donc, on va revenir à ce stade-là. Il s'agit donc d'évaluer l'ensemble des biens. Donc effectivement, moi au tout début, quand j'ai eu le notaire au téléphone, j'étais effarée parce que j'imaginais même pas qu'il y avait une succession de toute façon. D'autant plus qu'il y avait une donation entre époux au dernier vivant. Donc on a été très très surpris parce que voilà, quand on ne connaît pas les lois, on n'est pas notaire, puis on ne s'est pas trop intéressé à tout ça parce que parler de la mort de notre papa ou de notre maman, ça ne nous intéresse pas vraiment. Hein. C'est des sujets assez délicats. On n'y pense pas, on n'a pas envie d'y penser surtout. Bref, donc du coup, l'évaluation de tous les biens. Alors, c'est une déclaration de succession intermédiaire. Moi, c'est comme ça que je l'ai noté parce que moi, je pensais en fait qu'il y avait une succession à la fin quand ma maman était partie, mais apparemment non. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi ou peut-être pendant. Donc, on évalue tous les biens. Donc, la banque, j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure la banque. Vous avez un arrêté qui vous est donné, communiqué par la banque. Vous notez donc toutes les informations relatives au compte joint, l'adresse, etc. et tous les montants. Ensuite, vous notez tout ce qui concerne les... Alors, au début, ils expliquent en fait pour calculer ces biens d'une façon générale, c'est dissocié entre deux
de nature, c'est les biens meubles et les biens immeubles. Bon, ça c'est purement successoral, parce qu'à la rigueur on s'en fout, mais moi j'ai fait cette distinction dans le descriptif, très précisément. D'abord, actif brut, meuble, j'ai noté ça, je vous ferai un petit PDF pour vous donner un exemple très concret. Actif brut, meuble, et ensuite actif brut, immeuble. Meuble, c'est considéré comme, parce que dans la notice, hein, je vous invite à aller voir la notice, c'est expliqué en noir et blanc, très très clairement. Tout ce qui est meuble, c'est tout ce qui bouge, c'est tout ce qui est mobile. Voilà, donc les comptes bancaires, c'est meubles. Les comptes bancaires, les liquidités, les voitures, les meubles, le mobilier, les tableaux, les bijoux, voilà, des choses comme ça. Donc quand c'est très simple, là concernant ma famille, il y avait juste les comptes bancaires et les voitures. Donc les voitures, c'est la voiture de mon papa, mais également celle de ma maman. Parce qu'en gros, eh bien, comme c'est un régime de communauté, même la voiture de ma maman rentre dans ce calcul-là, parce que ce qui appartient à mon père appartient à ma mère et inversement. Voilà, c'est ça le régime de la communauté. Donc il faut faire apparaître les deux véhicules. Et donc ces deux véhicules, il faut évaluer la valeur vénale. La valeur vénale, c'est une valeur relative aux successions. C'est-à-dire que ce n'est pas la valeur de la vente. Une vente, en fait, c'est une valeur qui est basée sur l'offre et la demande. Donc, ça n'a pas vraiment de... Voilà, donc il s'agit d'estimer un véhicule en dessous des valeurs de l'offre et de la demande. Donc, pour ma part, eh bien, j'ai tout simplement regardé sur l'Argus. Voilà. Vous tapez l'Argus ou alors la centrale, parce que l'Argus, c'était payant. Donc, une fois que j'étais arrivée au terme de mon processus, hein, je rentre toutes les coordonnées du véhicule, etc. Et puis, au final, c'était payant. Donc, je suis allée sur la centrale.fr qui propose ce service-là gratuitement. Donc, j'ai tapé toutes les coordonnées du véhicule et j'ai évalué en fonction également des annonces que j'ai pu trouver. J'ai regardé des annonces également correspondant au véhicule, plus s'il y a des factures dessus à faire, s'il y a des frais en fonction de l'état, etc. C'est vous qui devez plus ou moins. Alors, l'intérêt, c'est d'évaluer au juste prix, ni trop haut, ni trop bas, parce que il faut être dans la justesse en face du fisc. Voilà, pas se tromper. Il faut être vraiment dans la transparence et la justesse. Donc, dans la ligne où vous faites apparaître les véhicules, il faut mettre, en tout cas pour ma part, j'ai mis, alors je vais regarder, j'ai mis donc l'immatriculation des véhicules, la marque du véhicule, et puis voilà, c'est tout. Et ensuite, le montant correspondant au véhicule que j'ai estimé. Ensuite, à faire apparaître dans les... Parce que moi, il n'y avait rien d'autre. Ensuite, on passe dans l'actif brut immeuble. Donc, évaluer les biens immobiliers. Immobilier, ça veut dire terrain ou maison ou appartement. Bref, quelque chose qu'on ne bouge pas. C'est immobile. Donc, si vous êtes un propriétaire terrien, alors il s'agit d'évaluer la maison ou le terrain. Pour ma part, c'était une maison que mes parents ont construite, qu'ils avaient en commun, bien évidemment. Donc, pour évaluer, de quelle façon? Il y a plusieurs possibilités. Moi, je me suis référée à la notice, je me suis référée à ce que le notaire a dit. Je me suis référée à une amie qui est agent immobilière. Merci Karine infiniment, du fond du cœur. Donc, soit faire appel à un agent immobilier qui va vous faire une estimation gratuite en valeur vénale. Il faut préciser la valeur vénale. Ce n'est pas la valeur de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, c'est quand on vend une maison et les prix sont énormes parce que c'est en fonction du marché qui est fluctuant en permanence. Alors, c'est une valeur vénale. En sachant que normalement, un agent immobilier n'est pas censé vous faire payer une estimation en valeur vénale pour une succession. S'il le fait, eh bien, changez, allez voir ailleurs ou alors procédez différemment. Ça, c'est les informations relatives à mon ami qui est agent immobilier. Voilà. Donc, du coup, je n'ai pas fait ça parce que j'étais aussi pressée. Il y a une autre possibilité. Je suis allée tout simplement voir sur le site du fisc DVF. Je vais vous donner l'info. Je vous donnerai l'information également sous la vidéo, qui est un site qui collecte en fait toutes les informations relatives aux ventes. Voilà, aux ventes, c'est une base foncière. Vous avez une base foncière, la valeur foncière de tous les biens qui ont été vendus dans toute la France. Et c'est très 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 bien fait. Donc du coup, j'ai regardé tout simplement dans la section qui était aux alentours de la maison de mes parents. J'ai regardé toutes les ventes qui avaient été faites pour établir une moyenne, un prix au mètre carré en fonction de différents éléments comparatifs. Ensuite, je suis allée sur le site Patrim, comme patrimoine,
qui est également conseillé. C'est le même genre de site. Et troisièmement, j'ai regardé les annonces immobilières en ligne sur des biens équivalents sur la même commune qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques. Et j'ai fait une moyenne de tout ça pour être au plus juste, ni trop haut ni trop bas, au plus juste par rapport à une valeur dite vénale. Et j'ai évalué donc la maison. Vous faites apparaître donc la maison, les mètres carrés. Je crois qu'il demande également la parcelle, parce que j'ai pas encore le numéro de parcelle de la maison, l'adresse exacte et le montant évalué du bien immobilier. Ensuite, ensuite, il y a une possibilité de faire un abattement de moins 20%. J'ai vu que c'était une loi. Je n'ai pas pratiqué cet abattement. Je l'ai mis au début, puis là, je vais l'enlever sur le conseil du clerc de notaire. Effectivement, je pensais qu'il allait y avoir une incidence. J'en parlerai un petit peu plus tard sur ces fameux moins 20%, ou alors j'en parle peut-être maintenant. Parce que pour plus tard, en fait, lorsque ma maman ne sera plus là, et qu'on souhaite vendre, si à ce moment-là on veut vendre la maison, eh bien la vente, la plus-value va s'appliquer en fonction du montant qui a été indiqué sur cette déclaration de succession. Donc imaginons si vous avez fait une déclaration d'une maison qui a une valeur de 500 000 euros. 500 000 euros sur lequel vous faites un abattement de donc moins 20%, 500 000 moins 20%, ça donne un bien à 400 000 euros. Donc vous avez fait cet abattement-là, qui est une loi qui permet de faire cet abattement si, à la condition que la maison soit habitée au décès de votre papa ou de votre maman. Là notamment c'est mon papa. Si ma maman est la conjointe survivante et que cette maison est son habitat principal, eh bien elle a droit à un abattement de 20%. Seulement plus tard, quand ma maman sera plus là, eh bien le fisc va se baser sur la valeur de 400 000 euros et non pas 500 000 euros. Et donc, 400 000 euros, c'est la valeur à ce jour, parce que j'ai fait un abattement de 20%. Et plus tard, eh bien, si la maison est vendue 500 000 euros, il y aura une plus-value dessus qui sera appliquée, parce qu'ils vont se référer à ce montant-là. Donc voilà. Donc du coup, le clerc de notaire m'a indiqué de ne pas le mettre et je me doutais aussi. Du coup, je n'ai pas mis ces 20% d'abattement. Sauf si vous pensez que vous allez payer des droits de succession. Je n'ai pas mis ces 20% parce que je savais que comme il y a très peu de biens, du coup on n'allait pas payer de frais de succession. Donc du coup c'était pas nécessaire de baisser encore l'assiette de l'ensemble des biens de la communauté. En revanche, si vous pensez et vous avez peur de payer des droits de succession, faites un calcul avec les moins 20 et un calcul sans les moins 20. Et vous voyez si vous avez des droits de succession ou pas à la fin du calcul savant que je n'ai pas encore terminé. Donc moi j'ai pas mis les moins 20% parce que voilà, il y a très très peu de biens, donc du coup pas nécessaire. Donc à ce stade-là du calcul, on en est à le total de tout, donc les comptes bancaires, les véhicules, la maison. Ça fait un total actif brut numéro 1, c'est comme ça que moi je l'ai noté, d'un certain montant. Voilà, imaginons 500 000. Ça fait un montant comme ceci. Sur ces 500 000, eh bien, je dois rajouter, j'ai oublié de rajouter le mobilier. Le mobilier, en fait, donc tous les meubles en commun que papa et maman avaient en commun. Sur le coup, je me suis dit, punaise, il faut aussi faire une évaluation de ça. Enfin bon, bref, c'est infernal. ça fait dresser les poils dessus, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un recours, vous faites intervenir un commissaire-priseur, un huissier ou un notaire pour faire un devis, établir un devis de tout le mobilier. Et là, vous avez un montant précis de tout le mobilier que vous allez faire apparaître dans la déclaration de succession, qui va s'ajouter à l'actif brut. Eh bien, moi, j'ai pas voulu faire ça. Donc, dans ce contexte-là, quand on veut faire intervenir personne, parce que j'imagine que c'est pas gratuit de faire intervenir ces 3 différentes personnes. Donc, à défaut, vous pouvez appliquer un tarif de 5% sur l'actif brut que vous avez juste au-dessus, c'est-à-dire l'actif brut numéro 1. Donc là, 500 000, sur 500 000, vous appliquez 5% supplémentaire. Voilà. Donc 5% supplémentaire, je vais vous faire le calcul. Donc ça nous donne une valeur de 25 000 euros de bien. Donc c'est une valeur forfaitaire, c'est un forfait de 25 000 euros qu'on rajoute aux 500 000. Et là, ça nous donne donc l'actif brut numéro 2. Donc les 500 000 plus les 25 000, 525 000, c'est l'actif
Moi, j'ai noté une ligne total actif brut numéro 2. Voilà, donc j'en suis ici. Et ensuite, c'est la partie un peu plus compliquée, cette fois-ci, qui correspond à un calcul, un savant calcul, correspondant au régime matrimonial meuble et haquet. Donc, dans ce régime matrimonial de meuble et haquet, eh bien, on doit faire un calcul savant qui correspond à calculer le boni communauté. Et pour calculer ce boni communauté, il y a à l'intérieur plusieurs étapes. Ce boni communauté, en fait, c'est comme une sorte de bilan comptable, de ce que j'en ai compris, où durant toute la vie de papa et de maman, c'est-à-dire 60 ans de vie commune, par exemple, pour mes parents, eh bien, il y a de l'argent qui est rentré et qui est ressorti. De l'argent en biens propres, notamment, qui est rentré et qui a été bénéfique pour la communauté et qui a été également ressorti pour le bénéfice de biens propres ou pour la communauté. Bref, donc chacun a abondé, entre guillemets, le compte joint. La communauté, c'est le compte joint avec ses deniers personnels. Donc en fait, pour ce faire, on va reconstituer 3 patrimoines pour faire ce calcul, pour identifier l'argent de chacun et qui a donné de l'argent le plus que l'autre. Moi j'ai donné le plus de pognon, non, t'as dépensé plus, non, bon, bref, c'est une histoire d'argent apparemment. On le sait ici-bas sur Terre, c'est purement 3D. Tout est basé sur la matière et l'argent particulièrement, parce que voilà. Donc, ce calcul révise à recréer un équilibre, celui qui a le plus abondé la communauté, pour restituer cet argent-là à la part de l'autre. C'est-à-dire que normalement, on est censé prendre la totalité divisée en deux, sauf que là, il y en a un qui a donné plus que l'autre pendant toute la durée de vie du mariage. Et donc, il s'agit de refaire cette balance. Et refaire cette balance, ça s'appelle le calcul de la reprise des deniers et des récompenses. Calcul, reprise de deniers et récompenses. Alors c'était des mots savants. Reprise de deniers, c'est celui qui a abondé la communauté, soit papa, soit maman, avec ses biens personnels. Donc on fait une distinction entre les biens communs et les biens personnels. Là, c'est les biens personnels. Et les biens personnels, la définition, c'est avant et pendant le mariage, c'est des biens personnels qu'on a reçus par don ou par succession. Imaginons, ma maman a reçu de la part de sa maman, quand elle est décédée, elle a eu en succession une maison. Une maison, et puis cette maison, elle a vendu. Et le fruit de cette vente, c'est parti, cet argent, elle est rentrée dans le compte joint de la communauté. Donc mon papa en a bénéficié. Imaginons, il y a eu 100 000 euros de sa part à elle, parce qu'il faut aussi diviser la somme avec le nombre d'héritiers, les frères et sœurs de ma maman. Et sa part à elle, c'est venu dans le compte commun. Et du coup, ça a contribué à mon père, ça a contribué aux deux. Mais c'était de l'argent. Et ça, en fait, on va récupérer ces biens propres et on va les distinguer. Bien évidemment, il faut avoir des documents qui vont avec, c'est-à-dire des actes notariés, des compromis ou des choses qui justifient effectivement toutes ces transactions qui ont eu lieu pendant tout le cours de la vie du couple. Donc il faut aller fouiller, fouiller, fouiller. C'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher tous les documents pour établir un espèce de bilan des montants, retrouver tous les montants de ce qui a été rentré dans la communauté et surtout de ce qui est ressorti aussi. Ce qui est ressorti, c'est quand on va puiser dans l'argent de la communauté. Quand on est en compte joint, c'est toujours dans la communauté qu'on puise pour payer par exemple des frais de succession propres. Donc l'argent qui rentre, c'est considéré, c'est le mot reprise de deniers, c'est les reprises de deniers, les deniers qui rentrent dans la communauté. Et le mot récompense correspond à l'argent qui est sorti de la communauté pour payer un bien propre ou un bien tout court, quelque chose. Donc ça veut dire que la personne, elle doit récompenser à la communauté. C'est-à-dire qu'elle a pris du pognon et elle doit le restituer dans le cadre de ce bilan, entre guillemets, qui s'appelle faire le calcul du boni communauté, qui passe par un calcul, c'est-à-dire la récapitulation de 3 patrimoines. Donc en fait, vous mettez une petite ligne, vous marquez patrimoine du défunt, donc patrimoine des biens personnels, donc de tout ce qui a été reçu avant et pendant en termes de succession et de dons, en biens propres, papa, maman, voilà. Donc vous mettez une petite ligne, vous marquez bien, je vous renvoie à la notice, c'est écrit très clairement.
mais je vous apporte mon concours à moi. Les biens de papa, les biens propres de papa, les biens propres de maman et les biens communs. Le bien commun, c'est le calcul qu'on vient de faire juste avant, qui est tout en commun, ça c'est tout en commun. Mais on doit distinguer pour pouvoir ressortir de l'argent et restituer, et ça c'est cet argent-là, bien évidemment, c'est une sorte de bilan comptable, voilà, hein, c'est fictif tout ça, mais c'est pour ensuite établir une part qui est au plus juste de celui qui a abondé le plus et le moins, etc. Parce qu'on ne peut pas faire moitié-moitié s'il y en a un qui a apporté tout l'argent de la communauté, par exemple, et puis qui a rien dépensé, voilà. Ouais, c'est purement terre à terre, c'est affreux, mais c'est affreux, mais c'est comme ça. Voilà, donc je vous restitue ce que j'en ai compris en tout cas. Donc, pour ma part, la part du défunt, eh ben, pour moi c'était ça, mon papa, il avait aucun bien. C'était un nomade, il a couru le monde, enfin il a couru le monde, il était immigrant, et puis il était d'une famille assez pauvre, même très pauvre. Donc du coup, voilà, il n'y avait rien du tout en donation, en succession, rien. Donc c'était simple à calculer, part du défunt, 0. Part de la conjointe survivante, et là il y avait des biens. Donc là, comment ça se calcule? Alors en fait, il s'agit de retrouver tout l'argent qui est issu des ventes, hein, l'argent il y a eu une vente d'un bien reçu en bien propre, une succession. Retrouver les parts, et retrouver les sommes qui sont sorties également. C'est-à-dire, imaginons, ma maman a reçu une ferme, 100 000 euros, c'est tombé dans la communauté. Ensuite, elle a dépensé 5 000 euros pour régler des frais de succession de cette succession-là. Elle a une succession de mon grand-père ou de ma grand-mère. Elle a repris. Donc, quand ça tombe dans la communauté, 100 000 euros, c'est à la communauté. Et ensuite, quand on prend la communauté, même si c'était nos propres sous, on a utilisé les biens de la communauté. Donc, 5 000 euros, c'est la récompense. Elle doit récompense à la communauté parce qu'elle a utilisé les sous de la communauté pour payer les frais de succession, donc les prêts de son bien propre. Je vous renvoie la notice parce que peut-être je ne restitue pas très bien. La finalité, c'est qu'on fait un tableau. On fait un tableau papa et maman, un petit tableau. Et sous papa et maman, enfin surtout là je vais parler de maman parce que papa il n'y avait rien. Donc papa et maman, alors maman, il faut faire le calcul de reprise de denier, 100 000 euros. C'est ce qu'elle a apporté à la communauté. Ensuite, en dessous, on note récompense. Récompense 5 000 euros. C'est l'argent qu'elle a utilisé pour payer les frais de succession. Donc en fait, on fait 100 000 euros moins 5 000 euros. Et là, ça nous donne un montant de 95 000 euros. Donc en fait, ce montant de 95 000 euros correspond à un excédent de reprise de deniers. Un excédent de reprise, ça veut dire que finalement, la communauté, donc le couple et l'argent communautaire, doit à ma maman 95 000 euros parce que sur les 100 000 qu'elle a donné, elle a dépensé que 5 000. Voilà. Et du coup, 95 000, c'était pour les biens de la communauté. Donc, au décès d'un des deux, il y a ce qu'on appelle une liquidation de la communauté. C'est comme dans les divorces. On liquide la communauté et chacun reprend ses billes et on restitue, on fait une balance. Donc du coup, papa ou la communauté doit, et là, dans ce cas-là, c'est papa doit 95 000 euros à maman parce qu'il en a bénéficié pendant toute la vie, pendant toute la durée du mariage. C'est hyper mesquin, mais c'est comme ça. Alors, du coup, dans les lignes qui vont apparaître sous le total actif brut dans la déclaration de succession, effectivement, on va faire apparaître ce fameux petit tableau. Enfin, je vais vous expliquer comment moi je l'ai fait. Donc, j'ai écrit une petite ligne où j'ai écrit résultat des reprises et des récompenses. Donc ça, ce résultat, on doit l'intégrer à ce fameux actif brut. On l'intègre là-dedans parce que c'est à ce moment-là qu'on fait une balance, on fait les plus, les moins, qui doit à qui doit retrancher à qui, machin. Donc, calcul, résultat des reprises et des récompenses. En dessous, j'ai marqué excédent de reprise du conjoint survivant. Donc, c'est l'argent que la communauté doit à ma maman. Et donc, cet argent-là, on l'enlève de l'actif brut. Donc, imaginons, là, c'était 95 000 euros. Donc, on marque moins 95 000 euros. Et donc, cette somme-là vient en déduction de l'actif brut. Imaginons, il y avait 500 et quelques mille, on enlève 95 000. Donc, ça diminue l'actif brut parce que cette part-là, elle revient à ma maman. On l'enlève, on le déduit. Ensuite,
Donc, excédent de reprise du conjoint survivant, ok, 95 000 euros, hein, c'était le résultat des reprises et des récompenses. Et pour mon papa, eh bien, moi j'ai noté ni reprise ni récompense du défunt, parce que lui, il n'y avait ni plus ni moins, il n'a pas eu de bien personnel, il n'y a rien qui est rentré en bien personnel, en bien propre, il n'y a rien qui est sorti, donc voilà, pour acheter, il n'y a rien qui est sorti pour acheter un bien personnel. Mon papa n'a pas acheté de bien personnel, il n'a pas de bien personnel, de bien immobilier, hein, j'entends, de terrain ou de frais de succession, des choses comme ça, il n'y a rien qui est sorti. Donc zéro pour mon papa, voilà. Donc, une fois qu'on fait donc cette balance, donc l'actif brut, hein, 500 000, on enlève les 95 000, ça nous donne un total de. Donc, du coup, il y a un dégrèvement de la part de l'excédent de reprise du survivant. Du coup, ça donne le calcul du boni, ça donne le résultat qu'on appelle le boni communauté. Donc, boni communauté, c'est un autre nom qu'on donne, pour moi, de ce que j'ai compris, hein, en tout cas. Hein. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais je l'ai compris comme ça. C'était juste un autre nom qu'on donnait à l'actif brut. Hein, l'actif brut, parce que dans ce contexte-là, il y avait ce calcul savant qui est propre, qui est relatif à justement les personnes qui sont sous le régime de la meublé à quai, de la communauté légale de meublé à quai. Donc, j'ai noté calcul du boni communauté. Et j'ai spécifié en dessous quel type de calcul. Hein. J'ai marqué 500 000 moins 95, ça donne le montant, ce montant-là qui correspond au boni communauté, c'est-à-dire l'ensemble des biens de papa et de maman, voilà, l'évaluation des biens, moins c'est ce fameux calcul du résultat des reprises et des récompenses. Voilà, on a enlevé, fait la balance, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça donne un montant. Imaginons ce montant, c'est 400 000. Je vais faire un fictif. Voilà, je vous donnerai un PDF après pour que vous ayez un exemple concret. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir du concret, hein, parce que là, vous devez avoir le cerveau comme ça. Imaginons, ça donne 400 000. On était à 500 000, on est à 400 000, ou alors imaginons, on est à, je dirais même 300 000, je vais faire un chiffre rond, parce qu'on a fait des dégrèvements, ou des plus, ou des moins, ça aurait pu être gonflé plus, hein, ça aurait pu gonfler plus. Parce que l'idée de tout ce calcul, c'est de trouver la véritable part du défunt, parce que la succession se calcule sur la part du défunt. Donc tout ce que votre maman ou votre papa a donné en plus ou en moins, machin, bah, c'est ça, ce calcul qui se fait pour être au plus juste de la vraie part du défunt en fonction de tout ce qui s'est passé pendant la vie en termes de transactions par rapport aux biens propres. Donc, calcul du boni communauté, on tombe sur un montant par exemple de 300 000 euros. Voilà, hop, ça fait un dégrèvement avec tout ce que je viens de vous expliquer dans mon contexte à moi. Ensuite, l'idée, c'est à ce moment-là, en fait, où on divise en deux. C'est seulement à ce moment-là, hein, on a calculé, on a l'ensemble des biens, on a calculé le boni communauté, et là, maintenant, on a ce qu'on appelle la moitié du boni communauté. La moitié du boni communauté, parce que c'est ces mots-là que vous avez, hein, vous allez avoir que ces mots-là, puis moi, j'ai cherché dans tous les sens, mais c'est quoi, quand, comment, on pourrait dire moitié de l'actif brut, mais non, parce que là, on parle de boni communauté, c'est un même mot, mais c'est un mot différent, alors du coup, on peut s'interroger comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est parce que voilà, ça veut dire la même chose en fait. Donc moi j'ai marqué moitié du boni communauté, soit la part du défunt. Donc ces fameux 300 000, vous coupez en deux et là on a 150 000 qui correspond à la moitié du boni communauté, c'est-à-dire la part du défunt. On a la part du défunt parce que c'est là-dessus que va se calculer les impôts. Et c'est pas terminé. J'espère que vous tenez la route. Alors, on en est à 300 000 euros, c'est pas terminé. À partir de ce calcul de boni communauté, qui pour moi correspond à l'actif brut, voilà, on a l'actif brut, et bien là, on déduit le passif. Le passif, qu'est-ce que c'est? Le passif, c'est toutes les dettes au jour du décès. Alors, pour ma part, c'est simple, il n'y avait pas de dette, hein, pas de dette, les dettes du défunt. Les dettes du défunt. Pour ma part, la dette du défunt, la seule, c'est les frais d'obsèques. Alors c'est ça qui est rentré, donc j'ai marqué passif, à côté entre guillemets frais d'obsèques, égale 1500 euros. Donc là j'ai mis un petit moins 1500 euros, parce que je note le plus et le moins. Je marque moins à chaque fois que c'est dégrévé d'un montant. Et puis j'explique le calcul au cas où si la personne pouvait se perdre dans mes explications. Donc pourquoi 1500 euros? En sachant